Les députés nigérians en viennent aux mains à l'Assemblée nationale. À la base, un désaccord sur les nouveaux représentants de la Chambre basse du Parlement. Au Burundi, l'opposition décide de boycotter tout le processus électoral. La médiation internationale propose un report des scrutins au 31 juin. Coronavirus MERS en Corée du Sud. Séoul adopte une nouvelle loi. 2 nouveaux décès enregistrés. Nouvelle édition du journal sur Sika, mesdames et messieurs, bonjour. Au Nigeria, la journée de jeudi a été très houleuse à l'Assemblée nationale. En effet, les députés nigérians en sont venus aux mains pendant un bon moment. Nombre d'entre eux se sont violemment empoignés en échangeant des coups de poing sur fond de joutes verbales. À l'origine de cette situation, un désaccord sur les nouveaux représentants de la Chambre basse du Parlement. Précisons que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de scène au sein du Parlement nigérien. En septembre 2013, par exemple, une bagarre avait éclaté entre des députés de la Chambre basse lorsque le leader d'une faction dissidente du parti au pouvoir avait pris la parole. Allons à présent au Burundi. Les médiateurs du dialogue burundais visant à sortir le pays de la crise politique dans laquelle il est plongé depuis fin avril ont proposé de reporter l'ensemble des scrutins à venir, législatifs, communaux et présidentiels, à la même date du 31 juillet. La communauté internationale estime que le climat actuel au Burundi ne permet pas des élections crédibles en raison du mouvement de contestation émaillé de violence. Le camp présidentiel refuse de repousser à nouveau les différents scrutins, arguant de délai à respecter pour éviter un vide inconstitutionnel. Et bien notamment l'investiture du nouveau président au plus tard le 26 août à l'expiration du mandat de Pierre Nkurunziza. Il faut dire aussi que l'opposition aux dernières nouvelles a décidé de boycotter les élections. Du côté du Rwanda, le président Paul Kagame a condamné jeudi l'arrogance et le mépris de l'Occident après l'arrestation à Londres de son chef des services de renseignement, Emmanuel Karanzi Karake. Le président rwandais a remis en question le droit du Royaume-Uni d'arrêter Karake sur la base du mandat d'arrêt espagnol émis en 2008. Aucune de ces deux choses n'a de justification autre que l'arrogance absolue, le mépris des autres. Voilà leur seule motivation. L'obligation légale est que c'est un officiel de l'État du Rwanda, un peuple qui se respecte, qui ne dépend pas des autres, un peuple qui veut avoir la maîtrise de son destin. Ni le Royaume-Uni, ni l'Espagne, ni la France ne doivent décider à sa place. Ça n'arrivera jamais. Ces mêmes gens ont tué plus de personnes que les Africains eux-mêmes n'en ont tué. Ils ont tué des Africains par millions. Ils doivent l'avoir pris par erreur pour un immigrant illégal. Vous savez, le problème qu'ils ont avec les migrants illégaux, c'est comme ça qu'ils traitent un ministre africain, le chef des services de renseignement. Oui, ils ont dû le confondre avec un migrant. En Gambie, l'opposition pro-démocratie a accusé le président Yahya Jammeh de chercher à évincer ses rivaux présidentiels pour la prochaine élection présidentielle en augmentant de façon astronomique le prix des droits d'inscription pour les candidats à ce scrutin. Le gouvernement a en effet annoncé un projet de porter le droit d'inscription pour chaque candidat à 1 million de dalasi, l'équivalent de 23 000 euros, soit 10 000 fois plus que le montant actuel. Le projet de loi déposé au Parlement précise également que ce dépôt ne serait pas récupéré même en cas de victoire. Les amendements proposés visent à s'aborder donc la croissance d'une démocratie multipartite en Gambie. C'est ce qu'a dénoncé Oussano Darboué, secrétaire général du principal parti d'opposition, le Parti démocratique uni. Eh bien, la Gambie est dirigée d'une main de fer par le président Yahya Jammeh, ancien lutteur depuis 1994, quand il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État sans effusion de sang.
Au Bénin, eh bien, les rideaux dans quelques heures vont tomber sur la campagne électorale pour les élections communales, municipales et locales. Un scrutin prévu pour se tenir ce week-end. Un tour d'horizon de la campagne à travers ce reportage. Des affiches à tous les coins de rue et au grand carrefour parlant d'elles-mêmes, avec à la clé des rencontres directes avec les populations au niveau des arrondissements, des quartiers de ville et des villages. Telle aura été la stratégie définie par la plupart des candidats en course pour les communales du dimanche prochain au Bénin. Nous pensons que ce qu'il faut réellement pour ces populations-là, c'est qu'il faut rapprocher l'administration des administrés. La force qui a commencé par impulser la chose, c'est la force qu'aurait pour un Bénin émergent. Durant les 10 jours qu'aura duré la campagne, quasiment aucun géant meeting sur l'ensemble du territoire. Toutes sortes de formules pour appâter le grand nombre étaient développées. Dans la foulée, on y passait plus aisément son message. Vos différentes parcelles du 1er arrondissement au 13e arrondissement, vos parcelles qui ont été saisies ou vendues, dès que je revienne le vendredi prochain, je vais vous reprendre toutes vos parcelles. Vous aurez tout. Rien ne sera laissé. Pour un pays fraîchement à l'épreuve de la décentralisation, une dizaine d'années d'expérience, les défis à relever au niveau des communes ne manquent pas. Le PAD a souvent été incompris, mais aujourd'hui les faits nous donnent raison. Il faut que le peuple essaye de rétablir le PAD dans ses droits. Et ce faisant, nous voulons que le peuple confie au PRD beaucoup de municipalités afin que le PRD montre, donne l'exemple par la gestion. Il n'y a que ce parti qui doit sauver le Bénin. Une campagne électorale bien réussie dans l'ensemble, mais déteinte par un blessé grave enregistré dans le nord du pays suite à un affrontement entre militants FCBE, formation politique au pouvoir, et ceux de l'Alliance Soleil, alliance politique de l'opposition. Les partisans FCBE du chef de l'État se sont mis à décoller nos affiches et les partisans de l'Alliance Soleil n'étaient pas contents. Il y a eu des intercations jusqu'à ce qu'un militant de l'Alliance Soleil a été gravement blessé. On a porté plainte au commissariat. Et on pense que si ce n'est pas fait à ce niveau, on va toucher le procureur. Un scrutin sans quoi que le 28 juin prochain, c'est désormais le souhait de tous pour une élection transparente et crédible. La Corée du Sud a adopté une nouvelle loi pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus MERS. Le pays prévoit de renforcer les mesures de quarantaine et promet la prison aux contrevenants. Le ministère sud-coréen de la Santé a annoncé 2 nouveaux décès ce vendredi, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 31. Le Parlement a adopté jeudi soir une loi qui prévoit une amende ou une peine de prison pour toute personne infectée par le MERS et qui mentirait aux autorités sanitaires sur l'origine de sa contamination. Celui-ci renforce la précédente législation qui infligeait une seule peine d'amende pour les personnes ne racontant pas la vérité sur leur état de santé. La liberté de mouvement des malades sera restreinte, tandis que les établissements contaminés pourront être fermés par les autorités sanitaires. Puis plusieurs centaines de demandeurs d'asile érythréens ont manifesté en Israël jeudi et demandent des mesures contre le régime de fer au pouvoir dans leur pays qui réclame le statut de réfugié. Cette mobilisation est intervenue après la publication par l'ONU d'un rapport détaillant de flagrantes violations des droits de l'homme dans ce pays de la Corne d'Afrique. Érythrée, le règne de la peur, pas de loi, pouvait-on lire sur des banderoles, alors que les manifestants, réunis devant les bureaux de la représentation de l'Union européenne dans la banlieue de Tel Aviv, agitaient des drapeaux érythréens et israéliens. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour soutenir la Convention de Genève. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Demain, il va y avoir une réunion contre la dictature dans notre pays. Nous sommes ici pour afficher notre soutien à la commission d'enquête de l'ONU qui étudie les violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple érythréen.
Je voudrais dire à la communauté internationale que nous avons beaucoup souffert dans le Sinaï. Des parties de nos corps ont été arrachées et nous avons été torturés par les Bédouins et les Arabes. Les protestataires ont aussi appelé les États européens ainsi qu'Israël, où sont réfugiés des milliers d'Érythréens, à octroyer le statut de réfugiés aux habitants de leur pays ayant fui le régime autoritaire. Mercredi, un spécialiste onusien a demandé une enquête sur de possibles crimes contre l'humanité après la publication d'un rapport mettant en évidence les violations systématiques et à grande échelle des droits de l'homme par le gouvernement d'Érythrée. Ces exactions poussent quelques 5000 Érythréens à fuir leur pays chaque mois, selon l'ONU. Sur les quelques 30 000 Érythréens qui seraient arrivés en Israël, seuls 4 ont obtenu le statut officiel de réfugiés selon des groupes de défense des droits de l'homme. Fin de cette première partie de l'édition. Retrouvons la revue de presse juste après ceci. Pour la revue de presse, nous allons commencer par des nouvelles du Bénin et pour ce nous recevons Joaillier Tangi. Bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Et au Bénin, c'est le tout dernier jour de campagne comptant pour les élections communales, municipales et locales. Tout à fait, c'est Adinakou qui rapporte la nouvelle et note que la fièvre monte ce dernier jour pour la campagne électorale. Le terrain est entièrement occupé par les candidats. La Nation rapporte les propos de la première vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokon-Nadjo, qui, je cite, mentionne qu'à moins d'un tsunami, le vote aura bel et bien lieu dimanche. Le confrère de la matinée déplore le retard dans la délivrance des cartes d'électeurs pour les élections du 28 juin et craint un cafouillage électoral en vue. Toujours le confrère de la matinée nous parle de Patrice Goudio Di Gapazo, le candidat qui fait beaucoup parler de lui. Ces temps-ci serait porté au pinacle par un impressionnant parterre de personnalités. Et en Côte d'Ivoire, à 4 mois de la présidentielle, on enregistre la première grande sortie médiatique d'Alassane Ouattara. Oui, le patriote nous apprend que Ouattara était hier face à la presse nationale et internationale et a dit ses 4 vérités au monde entier. De quoi s'agit-il? Fraternité Matin revient plus amplement sur les vérités d'Alassane Ouattara et ses assurances pour une élection libre, crédible, transparence. Mais le chef de l'État, un bon démocrate, a mis quelques balises, nous apprend le nouveau réveil. L'homme se dit ne pas être prêt à accepter le désordre. Pas de place à la zizanie, mentionne le nouveau réveil. L'Inter nous amène sur tout autre sujet, autre sortie, la sortie de l'ambassadeur de Chine qui dit aussi ses vérités. L'ambassadeur déclare que des lois et décrets sont pris mais ne sont pas appliqués en Côte d'Ivoire. Il faut régler, dit-il, le problème Gbagbo. L'homme se prononce également sur les dossiers de corruption et de l'émergence 2020 en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, en RDC, c'est la lutte contre la corruption qui prend une nouvelle tournure. Oui, c'est le chef de l'État qui prend le devant de la scène dans ce dossier. Nous apprend Radio Okapi. Joseph Kabila dépose sa première plainte contre la corruption au parquet général. Africom se veut plus précis. Joseph Kabila porte plainte pour corruption contre des personnalités politiques. Au nom de ceci figure, nous apprend au nez ou vision le gouverneur de Kantanga. L'homme déclare « J'ai déjà eu affaire à la justice avant. Je n'ai donc pas peur de me présenter devant la justice de mon pays. » Congo Time croit savoir que Kabila doit avant tout ajouter les membres de sa famille biologique à ce dossier. Et en Guinée-Conakry, le rapprochement d'Alain Dadis fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui, des réactions continuent d'en enregistrer, nous révèle Africa Guinée qui donne cette fois-ci la parole à Safioulaye Ba, l'ex-préfet de l'Abbé qui fait des confidences autour de ce rapprochement d'Alain Diallo et Dadis Camara. Guinée 360 revient sur ce rapprochement et nous rapporte les propos de l'ancien aide de camp de Dadis. Si Dadis rentre, l'homme s'emploie à rentrer pour semer la pagaille. Et s'il rentre,
aujourd'hui, eh bien, je jure, le lendemain, je rentre. Les propos sont de Tomba Diakité, l'ancien aide de camp de Dadis. Bidia Guinée nous rapporte toute autre affaire, l'acte de vandalisme au tribunal de première instance de Cancan. Les envahisseurs ont emporté la robe et l'ordinateur du président du tribunal, confesse l'avocat général. Mais déjà, une vague d'arrestations, heureusement. C'était la revue de presse du jour. Merci à vous, Joël Tonji. Merci à vous, Claire, et excellent week-end. Merci. Ce sera donc tout pour ce rendez-vous des informations, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention.